Bonjour à tous. Alors, on va se présenter, Yasmina et moi, Géraldine. Donc, je m'appelle Géraldine Guillaume et je suis fondatrice du studio A5, studio design de marque. Et je suis aussi directrice artistique. Aujourd'hui, on va vous parler de création de sites internet performants. Mais avant ça, on va donc vous présenter, vous dire qui on est, ce qu'on fait. Comme ça, vous savez à peu près à qui vous parlez. Donc moi, en fait, pour me présenter, j'ai prévu de vous parler de mes convictions, les convictions que je porte au sein du studio. Je considère que les marques influencent vraiment nos comportements d'achat. Et donc pour moi, c'est important de travailler uniquement avec des gens qui ont des convictions aussi profondes que les miennes, donc des valeurs engagées, évidemment, et fortes. Parmi les sujets, donc j'accompagne les porteurs de projets depuis plus de 10 ans, des porteurs de projets qui portent des valeurs. Ah, puis le micro. Si, c'est bon. J'accompagne les porteurs de projets donc, dans la création de la marque. Qu'est-ce que c'est la création de la marque? En fait, on a 3 piliers. La stratégie de marque. Qu'est-ce que vous dites, comment vous le dites, à qui vous le dites et avec quelle conviction? Quel est le message? C'est vraiment le socle fondateur pour ensuite travailler la marque et la faire connaître. Deuxième pilier, l'identité visuelle. Donc on va habiller votre marque. Création de logo, ça vous parle certainement. Et ensuite, troisième pilier, et le dernier, l'expérience de marque. Comment vous allez communiquer, auprès de qui, avec quel type de support, print et web. D'où le sujet du jour pour le web. Yasmina? Eh bien, Géraldine, tu as fait une présentation préparée. Moi, je vais la faire en direct. Donc, je suis Yasmina Oué, je suis consultante en communication et marketing. Souvent, je précise communication à 360 degrés, parce que ma démarche elle vise à vous accompagner de manière globale. Et après, je travaille avec des numéros 10 dans mes équipes, parce que, en fonction des projets, des expertises, sur du web, sur du graphisme, sur de la rédaction, sur de la photo ou vidéo, je m'entoure des personnes qui vont savoir vous accompagner plus loin. Donc je fais du conseil en communication et marketing, et avec une appétence aussi, comme Géraldine, on se retrouve bien sur l'accompagnement de votre identité, de ce qui vous porte, de ce qui vous entraîne, ce qui vous emballe et ce qui souvent va vous faire tenir aussi dans le temps en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur. Ça fait 8 ans que je suis à mon compte et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc là, on va effectivement vous proposer un atelier, comment créer un site internet performant. On n'a que 40 minutes, c'est hyper court, donc on va aller droit au but avec, si possible, des temps aussi d'échange à la fin. Donc le sujet du jour, créer un site performant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est le sommaire, mais on va balayer très largement ce que c'est que créer un site performant. On ne pourra pas rentrer dans le détail très technique. L'objectif ici, c'est de vous donner des billes, de vous donner des clés de compréhension, que vous ayez envie de faire votre propre site par vous-même parce que vous avez une âme de développeur ou juste pas forcément le budget pour le confier à un studio ou une agence, ou justement que vous ayez besoin de le confier à quelqu'un, mais vous avez besoin de comprendre de quoi on parle pour pas vous avoir et penser à tout. Il faut qu'on se coordonne pour passer les slides. Non, c'est bien, c'est bien. En fait, on s'est dit que pour créer un site internet performant, on pouvait vous proposer un déroulé sur 5 socles. Le premier, c'est quoi un site performant? C'est un site qui a un objectif, qui vise des cibles, qui a le bon contenu, la bonne rédaction, les bons mots. On parle aussi de SEO pour Search Engine Optimization, sorry for the accent, de design et de navigation. Et c'est vrai que ce qu'on précise, c'est qu'un site web performant, ça ne s'attache pas que à du design et de la technologie. Si vous voulez travailler votre site internet, si vous y réfléchissez ou que vous voulez le refondre, qu'il y en a déjà un existant, il y a effectivement un travail ou en tout cas une attention portée à au-delà de juste informer, d'être contacté, de peut-être vendre. On est là aussi pour faire tenir nos entreprises, pourquoi pas recruter ou fidéliser.
on n'aura pas forcément les mêmes mots, la même navigation, le même parcours, le même déroulé. Et donc du coup, on va vous partager un peu ces 5 points au cours de notre atelier ensemble. Donc les risques d'un site non optimisé, ça c'est pour vous sensibiliser à la création d'un site internet performant. Si votre site n'est pas optimisé, forcément il va être confus et du coup vous allez générer de la frustration auprès de vos clients, en tout cas vos potentiels clients. Admettons que le temps de chargement soit très très long, bah, du coup vous allez avoir tendance à sortir rapidement du site parce que c'est trop long et vous venez chercher une information, vous ne l'avez pas directement, ça devient très compliqué. Donc il est important justement d'optimiser tous ces aspects-là. On va voir après par la suite qu'est-ce qu'on optimise pour justement permettre au site internet d'être beaucoup plus efficace et plus rapide. Et de même, si votre design est obsolète, si vos supports, enfin vos éléments graphiques sont complètement obsolètes et qu'on n'est plus du tout en adéquation avec la marque, bah, du coup on perd en crédibilité. Donc un site performant, donc ça n'a pas besoin d'être compliqué. Très clairement, on peut faire des sites très performants de manière très efficace et très simple. D'accord ? Il y a quelques bonnes pratiques et on va vous expliquer ça juste après. Alors moi, il y a une attention à laquelle, une attention que je porte véritablement à notre cible. Enfin, c'est même pas notre cible, c'est à qui on parle. J'aime bien dire qu'en fait, ce n'est pas nous qui vendons, c'est notre client qui achète. En fait, c'est un changement de posture. Ça veut dire que souvent, on a envie de dire bah, je fais ci, je fais ça, venez chez moi, je suis le ou la meilleure. Mais en fait, on peut dire tout cela, si la personne n'a pas un intérêt ou s'y retrouve pas ou n'a pas l'impression qu'on lui parle, ça résonnera dans le vide en fait. Donc c'est vrai que je vais insister là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est qu'en fait, en sachant aussi à qui on s'adresse, parfois on va parler de persona, c'est peut-être un terme marketing ou en communication que vous avez entendu, mais en gros ça signifie à qui on parle. Qui est-ce qu'on veut embarquer, à qui on pense que nos services vont apporter ou résoudre des solutions ou répondre à un problème. Apporter des solutions ou résoudre un problème. Et donc du coup, quand on a une attention portée à cela, ça nous aide aussi finalement à structurer notre communication, et y compris notre site internet. Et il y a quelque chose aussi qui est important. En fait, on a tendance parfois, quand on est en porteur de projet, créateur ou repreneur, que ça fait qu'on débute ou que ça fait déjà quelques temps, cette attention aussi et ce temps qu'on accorde à l'échange avec nos clients, eh ben, en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde tout au long de notre vie d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, parce que nos offres évoluent, les besoins évoluent, et donc vraiment cette attention du pour qui fait sens et fera sens pour vous. Donc le pour qui et le pourquoi avant le comment. En fait, parmi les objectifs, je vous en parlais tout à l'heure, souvent on les regroupe sous 3 pans, des objectifs de notoriété, de conversion ou de fidélisation. Pardon. Et en fait, en fonction, ça va aussi orienter votre choix de site internet. On peut parler de site one page, une page, de site multipage, de site vitrine, un peu comme une plaquette en ligne, ou de site e-commerce. Et donc, en fonction de vos objectifs, du marché aussi, vous allez pouvoir choisir une typologie de site qui vous conviendra. Et j'ai juste listé quelques... Ah oui, important, communiquer n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut vraiment le voir comme cela. Parce qu'il faut savoir en fait aussi que la non-communication a un coût, dans le sens où ça vous fait parfois aussi perdre des potentiels clients. Donc communiquer, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous l'avez celle-là? On l'arrête. Et j'ai listé juste quelques retours de personnes qui souhaitent avoir un site. En fait, on peut dire, on entend, mon site c'est un peu ce qui va remplacer ma plaquette. Mon site doit générer des rendez-vous ou des appels. Dans les demandes, on entend aussi, je veux vendre mes produits en ligne et valoriser mon savoir-faire. J'ai besoin d'un site pour rassurer mes prospects, ce n'est pas le cas actuellement. Je souhaite expliquer ma démarche, raconter mon histoire, ou bien encore, mon site doit me permettre de mieux remonter sur Google quand on cherche quelqu'un comme moi. Ça fait partie des demandes souvent qu'on nous exprime, et je pense qu'il y en a aussi sans doute une ou deux qui
qui résonne chez vous. Et effectivement, quand on porte attention à ceux à qui on souhaite apporter un service, accompagner, en fait, on parle il y a un parcours assez simple, mais qu'on retrouve régulièrement. C'est, en gros, par exemple, moi, je recherche quelqu'un pour m'accompagner sur ma com, parce que même en tant que communicante, je me fais accompagner sur ma com. Bah, en fait, je détecte un problème, donc je prends conscience que j'ai un problème. Je recherche, je considère, je comprends mieux ce dont j'ai besoin, donc je cherche une solution. Je recherche sur le web ou ailleurs, sur des salons, des entreprises, ça m'aide à prendre une décision. Et puis effectivement, si je suis satisfaite, je vais avoir tendance à recommander ou retourner travailler avec cette personne. Donc c'est un parcours à considérer parce que ça signifie aussi que vous, dans votre site internet, vous pouvez prendre conscience de cela. Idéalement, il faut que la personne prenne conscience de son problème, trouve une solution chez vous, décide que c'est avec vous qu'elle veut travailler, signe et revient ou vous recommande. Je vais compléter ce que tu as dit. C'est en fait, il faut avoir l'image de l'entonnoir, d'accord. Quand vous créez votre site internet, il faut vraiment avoir cette image-là de l'objectif pour vous, si c'est d'acheter, en tout cas de faire acheter. Il faut vraiment l'imaginer en parcours pour que la personne aille jusqu'à l'acte d'achat. D'accord ? C'est ce qui est symbolisé ici dans le schéma. Les slides sont un peu denses, mais vous aurez accès au replay. Vous pourrez reprendre aussi le temps de prendre des notes plus précisément. Mais donc, en rebond, effectivement, il y a un problème à résoudre. Et donc, de fait, les personnes vont exprimer un besoin, vont rechercher quelqu'un ou un service. Et donc, la plupart du temps, on passe par Google ou on demande autour de nous. Et donc, quand je précise ça, c'est juste que parfois, on a du jargon ou on a des vocabulaires. Par exemple, pour dire « j'ai mal à la tête », sur mon site, si je parle que de céphalée, il n'y a personne qui parle de céphalée. Enfin, sauf... si, il y en a, mais donc, ce que je veux signifier, c'est que utiliser les bons mots, les mots-clés, ça a aussi de l'importance pour votre site internet et pour remonter sur les moteurs de recherche. Quand on parle de site web performant, on a aussi en tête un site qui se fait repérer. Et donc, utiliser les mots qu'utilisent les personnes qui ont des besoins, c'est aussi une attention à prêter. Il y a des outils comme Google Trends qui vous permet, par exemple, d'avoir une tendance des mots-clés recherchés. Donc, c'est aussi intéressant d'aller un peu... c'est gratuit, d'aller voir un petit peu ça. Oui, ou sinon, allez taper simplement sur Google en fait, un mot qui est le vôtre, en tout cas le mot de votre secteur d'activité. Par exemple, recherche graphiste, vous allez taper graphiste. Moi, personnellement, je n'aurais pas tapé graphiste, mais parce que c'est mon vocabulaire. Le client idéal, il a son propre vocabulaire. Donc, allez taper dans Google simplement, vous allez voir la Google Search. Donc, c'est la petite barre en fait, de recherche. Et là, vous allez voir les premiers mots qui sont recherchés. Et du coup, le nombre de personnes qui recherchent, le nombre de requêtes. D'accord ? Et ça ne veut pas dire forcément qu'il faut vous positionner dessus, parce qu'après, il y a des longues traînes. Les longues traînes, ce sont des mots, donc des petites phrases que les gens vont écrire. Ils ne vont pas forcément taper graphiste. Ils vont peut-être « je cherche un graphiste pour créer mon site internet ». Ce n'est pas forcément la meilleure requête que je viens de faire, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une longue traîne, par exemple. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment du détail. On pourra rentrer un peu là-dedans un petit peu après. Et quand tu parles de longue traîne... j'avais entendu un exemple que je vous partage parce que ça m'avait parlé. Par exemple, se positionner sur chaussures, ça va être compliqué. Il y a trop de concurrents. Chaussures de sport, déjà, c'est plus fin. Chaussures de sport femmes, hop, on continue. Chaussures de femmes, sport rouge, en 39. Donc vous voyez qu'en fait, une adjonction de mots comme cela, c'est ce qu'on appelle une longue traîne. C'est en référence à la mariée. Et en fait, en l'occurrence, c'est aussi, pour rebondir de la même manière sur ce que dit Géraldine, il y a quelque chose d'assez intéressant pour aussi travailler et optimiser la performance de notre site à travers son référencement. Je vous parlais de Google Trends, donc là, ça permet d'avoir des tendances de recherche, choisir aussi de comparer des mots-clés, savoir lequel est le plus recherché. Ça évolue en fonction des saisons, des années, enfin voilà, il y a aussi des tendances aussi géographiques en fonction de votre zone d'habitat, il n'y a pas les mêmes recherches dans le nord ou dans le sud de la France. Je la fais courte, mais bon. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant sur Google aussi.
Quand vous tapez, par exemple, une recherche, vous allez voir, vous descendez un peu plus sur votre page et vous allez voir aussi des questions récurrentes posées. Et ces questions récurrentes, donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui recherchent régulièrement ces services ou ces points. Et donc ça peut aussi vous inspirer pour alimenter, pourquoi pas, un blog ou des articles ou des posts, puisque si ça fait partie des recherches régulières, c'est que peut-être qu'il y a un besoin ou en tout cas une attente de réponse sur ces sujets-là. En fait, il faut partir du principe que Google, on n'est plus à l'ère préhistorique où on tape juste un mot, on tape vraiment une question, parce que les gens vous-même, vous tapez une question quand vous cherchez quelque chose. C'est le cas, non? On est d'accord? C'est ce qu'il faut faire. Vous allez taper des mots, des phrases, et justement, en créant des articles de blog, du coup, vous allez être mieux référencé, et donc on va vous trouver d'abord, si vous avez été plus malin que votre voisin, votre concurrent, vous allez taper la question qu'on se pose tous, et on va construire un bel article de blog derrière ça, avec des bons mots-clés à l'intérieur, bien structurés, et du coup, ça vous aide au référencement et à être meilleur que votre concurrent. On va parler de structure logique de navigation. Donc la navigation, c'est notre parcours. On navigue sur un site internet, on parcourt, on passe de page en page, on clique. Et donc en l'occurrence, la structure logique elle revient à que recherche l'internaute. Décidément, on confirme véritablement. Et en fait, souvent sur votre site, idéalement, ce qui peut être bien, c'est que vous puissiez répondre à ces 5 questions. Sur votre projet de site, est-ce que ces 5 questions, vous y répondez? Sur votre site actuel, est-ce que vous répondez à cela? Ou sur la refonte de votre site, peut-être qu'il y a des points d'attention. Donc c'est qui suis-je? À quoi puis-je vous servir? Quelles sont mes spécialités? Quelles sont mes différences? Et quelles preuves puis-je vous apporter? Et en fait, on voit déjà que ça fait partie, effectivement, de même vous, en tant que client, quand vous recherchez un service, un prestataire, vous aimez bien trouver ces infos sur c'est qui, qu'est-ce qui le démarque, qu'est-ce qu'il propose, quelles preuves ou comment je peux être rassuré. Et le qui suis-je, n'oubliez pas, c'est super important. Parce qu'effectivement, vous vendez soit du service, soit des produits, parmi pléthore de personnes qui le font. Mais ce que vous êtes, vous, c'est hyper important. Les gens ont besoin de savoir qui est le porteur de projet ou l'entrepreneur qui se cache derrière, voir l'équipe avec qui vous travaillez. C'est des coulisses, on peut avoir l'impression que c'est un peu du voyeurisme, mais c'est hyper important parce que vous êtes quand même la figure emblématique de votre marque. Ah oui, juste l'arborescence, en fait, une arborescence simple, c'est par exemple accueil, service, à propos et contact. Ça, c'est, on va dire, le minima. Ouais, sur du site vitrine qui vend du service, qui propose des services, évidemment, sur du site e-commerce, c'est différent puisqu'on vend du produit, donc l'arborescence sera complètement différente. Et avant de passer la main à Géraldine, je voulais vous partager juste, c'est une méthodologie, un tip, une petite astuce de rédaction, d'aide à la rédaction. On appelle ça la méthode AIDAS. Le S, vous allez, si ça vous intéresse, vous allez trouver la méthode AIDA. Et le S, c'est assez récent, ça a tiré à la satisfaction. Et donc, c'est pareil, c'est le principe de l'entonnoir inversé. En gros, le premier point, c'est déjà d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt, d'éveiller le désir, d'inviter à l'action et de veiller à la satisfaction. Et ça, c'est une structure qui peut vous servir pour écrire des pages de site internet, mais de manière générale dans vos communications, possiblement aussi vos posts, votre manière de vous présenter. Et donc, c'est une structure en fait qui vous permet de hiérarchiser vos contenus. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'interpeller en premier lieu et ensuite, si la personne est intéressée, elle va continuer, elle va aller plus loin sur votre page Internet, par exemple. Mais donc, du coup, si vous accrochez déjà, si vous attirez l'attention, ça vous permet ensuite de dérouler sur susciter l'intérêt, éveiller le désir, inviter à l'action, éveiller à la satisfaction. Donc, pour la performance, on l'a vu tout à l'heure, il faut un site rapide. En fait, Google a établi des codes et parmi les codes à respecter, le site rapide est quand même l'une des clés fondamentales pour ne pas se faire un peu bannir de Google en tous les cas. Donc un site rapide et optimisé. Donc un site qui met plus de 3 secondes, c'est non.
C'est pas possible. Si vous allez sur une page et que ça met plus de 3 secondes, que ça mouline, vous allez générer de l'insatisfaction auprès de votre prospect. Donc ça va devenir très compliqué. Là, potentiellement, un site qui dure plus de 3 secondes à venir charger une page, bah, c'est 50% des visiteurs qui s'en vont. D'accord ? Donc c'est quand même énorme. Ensuite, donc, c'est ce que je disais, Google favorise les sites rapides dans les résultats de recherche. Pour ça, il faut alléger vos photos. Ça, c'est la priorité. Alors, d'abord, renommer vos photos. Pourquoi les renommer ? Parce qu'en fait, une photo renommée, enfin, il faut se dire que Google est tout bête, c'est un robot, hein, c'est pas un humain. D'accord, on est bien sûr. Donc, il a besoin de lire des informations. Il ne voit pas les images. Il a besoin de savoir de quelle image il s'agit. Donc, il va falloir renommer vos photos d'abord, de manière sur votre ordinateur. Vous allez venir les transposer du coup sur votre site internet. Donc, Google va pouvoir lire en fait simplement l'information comme quoi cette image-là, il s'agit de collaborateurs en train de travailler. Voilà, tout bête, c'est le nom que vous pouvez donner à votre image. Et donc, allégez vos photos. Donc là, on vous a donné des petits plugins qui s'installent sur WordPress notamment, mais il y a d'autres CMS, donc d'autres systèmes pour créer des sites internet, et il n'y a pas que WordPress. Mais là, typiquement, des plugins comme ça permettent simplement d'alléger vos photos. D'accord ? Une photo légère, bah, du coup, moins de poids sur le site internet, donc plus de rapidité. Ensuite, on a, alors souvent, on a tendance à dire c'est génial la vidéo. Alors oui, c'est génial la vidéo, mais sur les sites internet, c'est très compliqué parce que du coup, c'est très lourd. Donc, il faut pouvoir héberger votre site internet, enfin votre vidéo sur une autre plateforme. C'est le mieux. C'est comme ça, c'est pas votre site internet qui prend du poids, mais la plateforme annexe. Et ensuite, il faut limiter vos extensions, vos plugins, parce que plus vous allez rajouter des choses sur votre site internet, et plus ça sera lourd, et donc bah, forcément, la page se chargera moins vite. Et par rapport au fait de renommer les photos, j'ai travaillé il y a quelque temps avec un client sur son site. Enfin, par exemple, on cherchait logo, le nom de l'entreprise. Comme à aucun endroit, il n'avait dénommé son logo, titre, enfin nommé logo, le nom de son entreprise. En fait, on ne le retrouvait pas sur Google. Donc typiquement, c'est un exemple concret. Et ben, pareil, dans les petites astuces, j'aime bien les astuces, n'hésitez pas aussi à abuser du nom de votre entreprise dans vos noms d'images. Renommez donc vos images en indiquant le nom de votre boîte. Alors surtout si ce sont vos propres images, on est bien d'accord. Si c'est des images que vous allez chercher sur Google, que vous les appropriez, ça peut poser problème. Hein. Donc attention à... Faut mettre les crédits photos. Mettez les crédits photos s'il vous plaît. Faites ça au moins pour les photographes qui font un super boulot. Ou faites appel à un photographe pour faire vos propres photos. L'importance du design. Alors ça, vaste sujet. Là, on vous a mis deux sites internet qui sont très différents dans le design et pour autant qui attirent l'attention. On va avoir 2 sites internet e-commerce, là encore une fois, mais très très différents. Le design, vraiment, ça vient sublimer en fait votre travail, donc ça serait dommage de passer à côté. Si votre design de site internet est beau, efficace, léché, comme on pourrait dire, ben, il va inspirer confiance. Et tout de suite, on va se dire, ok, c'est une belle entreprise, ils font des belles choses. C'est comme si vous rentriez dans une boutique et que vous arriviez, que la boutique est vraiment désastreuse, c'est sale, c'est pas rangé. Là, vous faites demi-tour, on est bien d'accord. Un site internet, c'est la même chose. C'est la vitrine de votre entreprise. D'accord ? Donc, prenez soin au design. Évidemment, un design bien pensé, c'est chouette. Mais un design responsive, c'est encore mieux. Responsive, ça veut simplement dire qu'il est ergonomique, et en tout cas adapté aux mobiles et aux tablettes. Si vous arrivez sur un site internet, sur votre ordinateur, qu'il est très bien fait, mais que derrière, si vous allez sur une expérience client avec le mobile et que c'est désastreux, bah, ça va faire encore un effet déceptif. Et enfin, pensez à faire vivre une expérience. Quand on arrive sur un site internet, il faut envoyer une image positive, envoyer en tout cas le reflet de ce que vous voulez qu'on pense de votre marque. D'accord ? Si vous vendez du produit, bah, montrez des belles images, montrez votre produit en mise en scène, avec des clients peut-être potentiellement. Mais en tout cas, invitez à l'invitation, allez sur un site internet, il faut faire la différence, parce que des sites, il y en a beaucoup. Donc si vous pensez à un design efficace, soigné, beau, et en plus de ça, que vous couplez tout ça avec du contenu intelligent et bien pensé pour l'utilisateur, bah vous faites mouche et le client aura envie d'aller plus loin avec vous. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, quand tu exprimes aussi cette inspiration de confiance, en l'occurrence, effectivement, lorsque vous arrivez sur un site internet avec un peu vieillot,
dans le design, malheureusement, vous faites aussi une image finalement de l'entreprise. Et c'est fou parce que l'entreprise peut être très bien, mais effectivement, si son site internet a un design un peu vieillot ou qui trop chargé, ça pénalise effectivement l'image et donc la confiance. On parle aussi d'expérience. Faites vivre une expérience aux utilisateurs. Dans le jargon, on va parler de UX design. On va aussi parler de UX writing. En fait, UX, c'est pour expérience utilisateur. Ça signifie tout simplement que quand on travaille sur du design ou sur de la rédaction, on a une démarche, une méthodologie que vous aussi vous pouvez apprendre et parfois juste aussi vous former ou vous faire accompagner. Mais il y a des codes, en fait, effectivement, qui vous permettent d'affiner la manière dont vous allez travailler vos designs ou votre manière d'écrire. Et en l'occurrence, on trouve beaucoup d'informations sur le web, en atelier, etc. Mais c'est vrai on va parler aussi de bonnes pratiques et toujours, mais j'y reviens décidément, sur l'importance de parler aussi aux gens. Derrière un écran, il y a des personnes. Alors on y vient aux bonnes pratiques, même si on en a un peu distillé, mais en gros, il faut rester cohérent par rapport à votre marque. Si vous avez, normalement, la première étape est de travailler la stratégie de marque, ensuite l'identité visuelle, et ensuite les supports de communication comme les sites internet. Donc normalement, si vous avez fait tout dans l'ordre, vous devriez déjà avoir une charte graphique avec vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais en revanche, statuez sur des couleurs qui seront les couleurs de votre marque, d'accord ? Et il est important d'être cohérent sur tous les supports de communication. Combien de porteurs de projets ou d'entrepreneurs se disent « Tiens, si je changeais un petit peu la couleur ?» Alors, c'est qu'une couleur, on est d'accord, sauf que ça manque de cohérence, et donc ça signifie simplement que vous, derrière ça aussi, il y a une petite incohérence, et donc ça ne renvoie pas forcément un bon message. Et donc, du coup, généralement, dans les couleurs, la règle est simple, c'est 2-3 couleurs maximum, mais n'allez pas plus loin, parce que sinon, ça fait vite arc-en-ciel, et en plus, ça devient compliqué dans le choix des couleurs. Ensuite, police de caractère, c'est la typo. Pareil, il faut qu'elle soit lisible, donc il y a des petites astuces. Sur un site internet, on va parler de H1, H2, H3. Ça, c'est des structures en fait pour votre typo, enfin pour en tout cas les catégories de texte qu'on va avoir. Mais c'est aussi essentiel pour Google, qui lui sait que le H1 c'est l'information la plus importante de votre site internet sur cette page-là, en tout cas. Le H2 est un petit peu moins important et ainsi de suite. C'est une priorité en fait dans la lecture pour Google. Le H, c'est pour header. Yes. Encore avec mon super accent. Et donc, il faut qu'elles soient lisibles, les typos, d'accord ? Donc, c'est sur un site internet, il y a des petites règles de taille de typo. Ça, vous allez pouvoir les trouver facilement sur internet. Mais vraiment, pensez à la lisibilité. Si vous lisez pas bien, ou en tout cas, vous commencez à plisser les yeux, c'est pas bon signe. Il faut oublier. Ensuite, on doit statuer donc, sur la police. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. On doit aérer votre site, pareil, ne faites pas des blocs, des monoblocs, vraiment c'est infâme, on n'aime pas lire ça, donc vraiment aérer, mettez de la photo, mettez de l'espace entre les blocs, c'est vachement plus sympa pour tout le monde. Ensuite, on doit adapter son site au mobile et aux tablettes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Utilisez des photos pour illustrer vos propos, c'est ce qu'on vous a dit également, en renommant les photos, mais aussi les alt. Les alt, vous savez, c'est quand la petite souris, elle passe sur la photo. On a souvent un petit titre qui apparaît sur la photo. C'est le alt, c'est la description finalement de votre photo. C'est la balise qui permet en fait aux malvoyants de pouvoir comprendre sur quelle image ils sont et du coup c'est les logiciels qui le lisent. Et pareil, ça c'est très 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 important parce que Google adore ce type de petites astuces pour le référencement. Et uniformisez vos boutons. Pareil, on ne s'amuse pas à changer de bouton, de style de bouton à chaque fois. On uniformise. C'est plus simple pour tout le monde. Pour vous, ça vous fait gagner du temps et pour vos clients, on reste cohérent. Et dernière petite chose, les icônes pour faciliter la compréhension. Dès que vous avez un sujet un peu plus difficile et vous n'avez pas forcément d'image pour exploiter ce sujet-là, vous pouvez jouer avec les icônes, les petits pictos qu'on voit sur les sites. C'est toujours agréable de voir un petit peu d'illustration ou de pictos en tous les cas pour compléter ce que vous avez à dire. Et pour faire résonance aussi à ce que tu dis, Géraldine, sur notamment le fait d'aérer son site pour rendre la lecture agréable,
ça tombe bien, les H1, H2, H3 ont un rôle. En l'occurrence, si vous êtes sur un site internet, une page à propos par exemple, et que du coup vous la nommez, donc on va dire que c'est le le H1, header 1, donc titre 1, et les H2, H3, on pourrait presque considérer ça comme des sous-titres ou des intertitres. Et donc effectivement, en fait, Google, donc qui est un moteur de recherche, en gros, il a des jumelles, et ce qui est en H1, H2, H3, il le voit en plus gros. Et donc, du coup, il considère que c'est important. Donc, mettez dans vos H1, H2, H3 des mots-clés, des phrases aussi interrogatives qui sont des formulations type de questions que peuvent se poser les personnes. Donc, concrètement, pour aérer vos pages ou même de manière générale, pensez bien à vos H1, H2, H3, titres et intertitres. Et inutile de se dire, je vais mettre tout le paragraphe en H1. Non, ça craint. Non, ça marche pas. Et en rebond aussi sur ça, sur le fait d'aérer ou de faciliter la lisibilité, la lecture, le fait aussi d'utiliser des passages en gras, c'est important. Et attention, si vous mettez des choses en gras, pareil, Google considère que c'est important. Donc, il lui donne aussi davantage de poids. Donc, choisissez aussi idéalement des formules ou des phrases qui servent à valoriser ou votre référencement. En tout cas, les mots en gras sont aussi pondérés plus fortement par les moteurs de recherche. Et juste un petit truc sur les photos. C'est quoi une photo lourde ? Alors, moi, souvent, une photo ou une image à un poids correct, essayez en général de faire en sorte que votre photo fasse moins de 2 mégas. Ça peut être une... Je la fais courte, hein, mais c'est un peu des idées, ça vous permet en tout cas de savoir un peu plus comment faire. Donc, comme vous avez pu le voir, on a balayé très très rapidement et de manière efficace, j'espère, la création d'un site performant. On se tient disponible pour en discuter avec vous après si vous avez d'autres questions, mais ça mériterait vraiment une conférence de 2 heures presque, parce qu'un site internet, il y a plein de choses. Pensez simplement qu'un site internet, on est quand même dans une ère où on doit faire attention à notre bilan carbone, et donc plus le site est léger, plus il est performant pour Google, mais aussi apprécié des utilisateurs et mieux pour notre planète. Donc pensez vraiment à optimiser un maximum et à rendre les sites internet beaucoup plus légers, s'il vous plaît. Inutile de charger trop d'informations sur votre site. Et du coup, on vous a montré juste deux exemples de sites internet. C'est juste pour vous montrer le design qui est très différent. D'un côté, on a un site internet qui vend du service, donc des ressources humaines, pour Zeno Travail notamment, qui viennent de se lancer. Et de l'autre côté, on a un site e-commerce pour une bijouterie, c'est ça, Yasmina ? Oui, c'est un designer joaillier qui fabrique des bijoux en or recyclé, fabriqués en France. Important. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, des sites internet, il y en a pléthore, mais par contre, dans le design, tout de suite, ça attire l'attention dès qu'il est vraiment différenciant, et dans le message aussi. Donc, prenez soin au message et au design. En tout cas, on peut faire un parallèle, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, c'est que assez rapidement, en haut, on doit saisir où on arrive, donc le type d'entreprise, de service. Et la promesse. Et la promesse. La promesse. La première phrase, en tout cas d'accroche, la plus grosse, c'est votre promesse, c'est votre bénéfice client. Quand on arrive sur votre site internet, qu'est-ce que vous allez vendre, comment vous allez le vendre à vos clients ? Il va falloir les faire rêver. Et donc c'est la promesse qu'on va avoir généralement dans le header en haut. Alors la promesse, c'est un terme. La promesse, c'est un terme très commun. Voilà. Le bénéfice client. Le bénéfice client. En tout cas, pourquoi, effectivement, qu'est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on est sur la bonne page, d'ailleurs, sur le bon site et au bon endroit. On arrive à la fin. Il nous reste quelques minutes, mais c'est bon, vas-y. Du coup, les 5 indispensables à retenir, c'est la conclusion. Identifiez vos objectifs, c'est hyper important. Avant de créer un site internet, définissez vos objectifs pour savoir ce que vous allez y faire. En tout cas, comment vous allez communiquer pour que le client sache ce que vous lui demandez de faire, finalement, sur votre site.
Définissez votre cible, encore une fois, on parle toujours de la même personne. Vous créez un site internet pour des humains, donc il faut vraiment voilà, penser à eux avant de communiquer. Travaillez, optimisez votre contenu, super important. Offrez une cohérence en termes de design. Vraiment, soyez sensible à ça, parce que vous-même, quand vous allez sur un site internet, vous appréciez d'aller sur un site cohérent, donc prenez soin du design. Et pensez à l'arborescence de manière entonnoir, c'est ce que je disais. L'objectif, c'est à la fin que le client ait envie de vous contacter, prendre rendez-vous avec vous, acheter votre produit. Voilà, il y a plein de sujets. Donc pensez arborescence, pensez acte d'achat pour que le client ne sorte pas de votre site internet sans avoir pris contact avec vous. Et sur ces points-là, en l'occurrence, donc l'arborescence, c'est l'architecture de votre site internet. Donc quand on parle d'arborescence, c'est effectivement quelles sont les entrées, les rubriques, les menus que vous souhaitez proposer et les sous-menus. Et il y a quelque chose aussi en fait qui est assez intéressant. En tout cas, nous, on aime bien quand on va sur des sites voir aussi des témoignages ou des avis clients. Donc si vous en avez, n'hésitez pas aussi à les mettre. Si vous n'en avez pas, ou que parfois c'est difficile d'aller demander à nos premiers clients ou à nos clients en général leur retour. C'est normal de demander, de redemander, de redemander. C'est complètement OK. De demander ces avis-là. Si vous êtes mal à l'aise pour demander des avis ou des témoignages, je ne parle pas des avis Google, même si ça peut servir, mais je parle juste d'un questionnaire, un retour voilà, en mots de ce qu'ils ont apprécié comme travail avec vous. Vous allez voir combien c'est riche d'informations et parfois ça nous aide aussi à faire un pas de côté. Du coup, d'avoir cette posture de se mettre à la place d'eux. Parce que nous, on sait que ce qu'on fait, normalement, c'est pas trop mal, ou que ce qu'on offre, c'est important. Et en tout cas, on va peut-être parfois présenter ce qu'on fait d'une certaine manière, mais vous allez voir que de découvrir ou d'entendre les témoignages ou la manière dont les autres perçoivent vos services, c'est aussi riche d'instructions parce que ça vous permet aussi de récupérer, de vous nourrir de la manière dont eux, ils parlent de vos services. Et donc d'utiliser leurs mots, leurs besoins, voilà, comment eux, ils expriment un besoin, un problème, une recherche de solution. Et ce qu'ils perçoivent de vous. Et dernière information, un site internet n'est pas figé. Google apprécie que votre site internet change un petit peu de temps en temps. Alors ne changez pas le design tous les 5 matins, c'est hors de question. Mais en revanche, venez l'alimenter. Il ne faut pas que ça reste statique, sinon il perd de son intérêt. Donc venez l'alimenter de temps en temps, mettez des actualités, c'est pour ça qu'on vous parle de blog. Et puis surtout, adaptez au message, adaptez le message à votre client qui change aussi dans le temps. Donc toujours, en fait, on revient toujours au même sujet, le client qui vraiment est la source de toute votre communication. Écoutez vos clients et ensuite vous aurez des informations sur comment communiquer et comment apporter l'information directement dans son petit cœur. Voilà. Et sur le sujet du design, le site doit être régulièrement alimenté. De la même manière, je vous ai parlé du moteur de recherche avec ses petites jumelles. Si ça vibre plus, si ça bouge plus, il ne vous voit plus. Donc vous redescendez dans les moteurs de recherche. Donc faites vibrer un peu ça. Vous n'êtes pas obligé de tout reconstruire. Vous pouvez juste changer quelques mots, etc. Mais l'idée, c'est effectivement de faire des repassages. Et sur le design, qui ne doit pas changer tout le temps, c'est normal au début qu'on soit un peu perdu sur notre design, notre identité. Et c'est normal aussi qu'après plusieurs années d'existence, on ait aussi envie de revoir son design. Quand même. J'ai moi-même fait la refonte du site, donc oui, je vois de quoi parle Yasmina. C'est normal, on a tous un look à un moment donné, et puis on change de look. On a tendance à évoluer comme notre site internet. Donc, Alors, pour performer sur le web, c'est notre dernière slide. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'effectivement, en tant que porteur de projet, jeune créateur, repreneur ou déjà expérimenté avec quelques années derrière vous dans votre entreprise, et c'est vrai que pour performer sur le web,
il faut soit parfois faire appel à quelqu'un, soit se débrouiller par soi-même. Il y a plein de solutions possibles. Ça va effectivement dépendre, évidemment, est-ce que vous avez des compétences pour le faire, oui ou non? Est-ce que vous avez de fait besoin d'un coup de main, oui ou non? Est-ce que vous avez le budget ou pas, du temps? Est-ce qu'au final, il vaut mieux déléguer ou faire soi-même? En fait, en réalité, c'est ce qu'on disait, c'est que de toute façon, il existe toujours des solutions. Du petit au gros budget, on a l'habitude avec Géraldine d'accompagner vraiment tout type d'entreprise avec des tout petits budgets et des plus gros, vraiment, vraiment plus gros. Mais on est toujours en recherche de solutions pour vous et vous trouverez des solutions, vous aussi. Je veux dire par là qu'un site internet, oui, c'est important. Mais parfois, le budget ou l'investissement qu'on veut adresser en termes de communication, on a un peu ou plus de moyens. Donc tout est OK. La seule idée aussi, puisqu'on s'adresse à des créateurs et repreneurs parmi vous, c'est que parfois quand on débute, on peut aussi considérer que notre site internet, il n'est peut-être pas exceptionnel, mais fait, c'est mieux que parfait. Et il y a une petite phrase avec... c'est une spéciale dédicace à quelqu'un qui m'a accompagnée dans mes jeunes années d'entrepreneuse et qui m'avait dit « Think big, start small, but start bordel ». Pensez grand, commencez petit, mais commencez. Donc imaginez aussi que votre site, effectivement, peut-être ça sera qu'un site sur une page en version gratuite, peut-être que ça sera quelque chose de plus conséquent, mais qui vous permettra aussi d'avoir confiance dans vos démarches. Voilà, il y a plusieurs solutions. J'ai envie de compléter, j'ai envie de dire que quand on est porteur de projet, le site internet n'est pas forcément toujours la première solution. La première solution, c'est d'aller voir vos clients. Pas l'oublier. Le réseau, les salons, comme ici, voilà, c'est l'occasion aussi de rencontrer, effectivement. Merci à tous. Merci de votre attention. On reste disponible pour s'il y a d'autres questions. D'ailleurs, on n'a même pas eu le temps de faire un petit tour d'horizon de vos questions. On est désolé, on a 3 minutes. On a été emballé. Ah oui, on a 3 minutes. Bon, 3 minutes. Est-ce que vous avez une question? Bonjour Antoine. Dans quelle mesure la newsletter est-elle importante? On voit beaucoup de newsletters en début de site lorsqu'on arrive sur un site. Alors la newsletter, c'est un tout autre sujet. Tout type de support de communication est important. Après, ça dépend vraiment, encore une fois, de l'objectif. Si l'objectif est de développer une communauté, la newsletter peut être un bon support. Mais encore faut-il déjà... en fait, la newsletter toute seule ne se suffit pas. C'est-à-dire que si vous avez juste un bouton sur votre site internet, abonnez-vous. Oui, mais c'est quoi la promesse derrière déjà? Et ensuite, pour avoir une newsletter, il faut avoir des abonnés. Pour avoir des abonnés, il faut relayer l'information ailleurs, en dehors de votre site internet. Et donc, il faut coupler ça avec LinkedIn, notamment, ou d'autres réseaux. Mais en tout cas, faire parler de votre newsletter comme si c'était un produit à part entière. En revanche, la newsletter, oui, elle est hyper puissante, parce que du coup, les gens s'abonnent, et du coup, on fait cet engagement déjà auprès de vous pour la recevoir. Et généralement, c'est quand même assez efficace quand c'est bien fait, quand on n'est pas là à pousser tout le temps nos produits dans la newsletter, parce que sinon, on a tendance à avoir des gens qui se désabonnent facilement. Mais à partir du moment où vous apportez de la valeur à vos clients, tout de suite, ça apporte du positif et généralement de l'engagement derrière. Merci. Bonjour à toutes les deux. Vous parliez de budget tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée, peut-être, d'échelle de prix minimum, maximum, qu'on pourrait mettre si on voudrait mettre en place un site internet? Alors le sujet du budget, c'est toujours un peu touchy, mais en l'occurrence, ça peut partir de 0 €. Vous faites du troc de compétences avec quelqu'un qui sait en faire. Il y a des mini-sites aussi internet gratuits qui peuvent... Alors ça dépend en fait véritablement. Est-ce que vous êtes porteuse de projet déjà, l'entreprise est déjà créée? Ok. Donc en fait, on pourrait se dire que ça peut aller de 500 à... Voilà. Et si vous voulez faire un site une page, one page, forcément ça coûte moins cher qu'un site 5 pages. Et ça dépend aussi, en fait, souvent dans les budgets, si vous adressez une demande à une agence, par exemple, on va être plutôt en général sur des budgets autour de 2 000 €.
à condition que ce soit vous qui ameniez les photos, les contenus, et que la demande soit assez bien structurée. Après, on peut adjoindre souvent des services complémentaires qui sont de l'aide à la rédaction, de l'aide au positionnement, à l'identité de marque, au packaging de l'offre, à la structuration de vos contenus, etc. Donc ça peut venir adjoindre. Voilà. Bonjour, j'avais une question peut-être complémentaire. Qu'est-ce que vous pensez des solutions un peu clés en main comme Wix ou Hostinger qui proposent à la fois des templates et aussi l'hébergement voilà. Pour un site vitrine, donc pas pour forcément faire du e-commerce, mais pour un site du type OnePage justement. Alors en l'occurrence, même si Wix s'est quand même amélioré au fil des années, il y avait des. En fait, on n'a pas parlé de tout ce qui est le back office, l'arrière vitrine, l'arrière boutique d'un site internet. Un site internet peut être très beau en vitrine, mais si l'arrière boutique est désordonnée, ça pénalise le référencement en ligne. Donc, en fonction des solutions. Certaines solutions sont attractives, mais sont parfois mal conçues en arrière-boutique. Et donc, du coup, ça peut vous pénaliser. C'est toujours. En fait, je vais juste dire qu'en l'occurrence, si vous êtes jeune créateur ou créatrice, vous pouvez imaginer un site one-page avec des solutions peu chères qui vous permettent en fait de vous donner de l'élan et de la confiance dans votre démarche, votre visibilité. Il y a Google Business Profile, l'ancien Google My Business, qui est aussi un outil de vitrine et qui vous permet aussi de communiquer. On accompagne aussi sur ces sujets-là. Donc, concrètement, ce que j'en pense, c'est que ça dépend de votre avancée, de votre budget. L'idée, c'est que votre site ou vos outils de communication vous donnent de la confiance et de l'élan dans ce que vous voulez porter et partager. Ça paraît un peu gnangnan de le dire, mais en fait, on peut très bien commencer avec un site, une page, et juste pour pouvoir communiquer et rassurer les clients. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Hein. Donc, Ouais, peu importe la ça. formule, si vous êtes à l'aise là-dessus, allez-y, faites-le. Après, je pense que dans le temps, vous vous rendrez compte qu'il y a des limites et du coup, il faudra peut-être passer sur une autre solution. Mais le premier pas, le plus important, c'est vraiment le premier pas quand on est porteur de projet. Merci beaucoup. Merci à tous.